S'il y a bien un film dans l'univers d'un jeu vidéo qui a participé à sa légende plutôt que le démolir, c'est bien Final Fantasy VII Advent Children, un film qui a repoussé les limites techniques et narratives de son média, le jeu vidéo, pour offrir un spectacle époustouflant. Mais qu'en est-il près de 20 ans plus tard dans le contexte des remakes ? Salut et bienvenue sur Anakaland. Pour la vidéo du jour, on va faire une plongée dans l'univers de la compilation Final Fantasy VII, en se concentrant sur Advent Children, le film d'animation sorti en 2005. Car en effet, quand je tente de parler de jeux vidéo sur la chaîne, en général, c'est le flop. Mais là, on va bel et bien parler d'un film. Prenant place dans un univers vidéoludique, certes, ainsi, tout le monde est content. Parler de ce film est d'autant plus pertinent aujourd'hui à l'approche du remake partie 2, car Advent Children vient de ressortir dans les salles obscures japonaises et américaines dans sa version complète, une version longue de 2h06 remasterisée en 4K. Mais pas chez nous, évidemment. Et ce, quelques semaines seulement avant la sortie de FF7 Rebirth. Donc ce n'est clairement pas anodin. Il y a forcément une raison autre que le coût marketing et la thune. De plus, c'est officiellement officiel. Le producteur Yoshinori Kitase l'a dit en interview, le film devient canon dans l'histoire des remakes. Mais en quoi ce film qui prend place après les événements du jeu peut-il être pris en compte dans le remake ? C'est une question auquel je vais tenter de répondre dans cette vidéo, pour patienter en attendant la sortie imminente de FF7 Rebirth. Pour ça, je vais revenir le plus brièvement, mais efficacement possible sur le récit du film, son histoire pour que tout le monde soit à jour. Puis une critique, c'est quand même pour ça qu'on est là, et enfin on va pouvoir discuter de la place de ce film dans la trilogie des remakes avec quelques petites théories sur ce qu'il pourrait advenir dans Rebirth et sa suite. Et si jamais, n'hésitez surtout pas à naviguer grâce au chapitrage. Mais avant de commencer, j'aimerais vous inviter à partager en commentaire votre expérience avec ce film et son univers. Et si cette vidéo vous plaît, faites-le savoir avec un like et même un abonnement. Ça fait toujours très plaisir, je vous remercie d'avance et bon visionnage. Le film Advent Children s'ouvre sur la scène de clôture du jeu original. Nanaki, Red 13, qui gambade avec ses petits dans la pampa et arrive devant un Midgar abandonné sur lequel la nature a repris ses droits. Nous sommes 500 ans après les événements de Final Fantasy VII. Puis, retour 498 ans plus tôt à Midgar, soit 2 ans après la défaite de Sephiroth. La planète est encore en phase de reconstruction après les ravages causés par la société de la Shinra et la catastrophe écologique provoquée par la destruction de la météorite. La paix est donc revenue dans le monde de Gaïa, mais un nouveau fléau a fait son apparition. Les géostigmates, maladie mortelle qui a pour symptômes des marques sombres sur la peau issues de Jenova. Cette nouvelle menace infecte les habitants de la planète, les laissant affaiblis et en proie à des souffrances physiques et émotionnelles. C'est la preuve que Jenova poursuit son combat contre la rivière de la vie même après la mort. Jenova, le fléau, continue d'apporter la mort et encore plus de désespoir dans un monde en proie à la misère, surtout après l'abandon de l'utilisation de l'énergie Mako. Cloud Strife vit maintenant à Edge, une petite ville construite autour des ruines de Midgar. Tifa et lui vivent ensemble dans un nouveau bar du 7e ciel, et dirigent une petite entreprise de livraison appelée Strife Delivery Service. Ils partagent également leur foyer avec Marlène, la fille adoptive de Barrett, et Denzel, un orphelin rescapé du secteur 7 qu'ils ont recueilli, lui-même atteint par les géostigmates. Cependant, Cloud est hanté par son passé et les souvenirs douloureux de ses amis perdus, notamment Aerith et Zackfair. De plus, il est lui-même atteint par les géostigmates. Il s'éloigne donc de ses amis afin qu'ils ne s'en aperçoivent pas. Mais le destin n'avait pas dit son dernier mot. Un jour, il reçoit un appel téléphonique lui offrant un nouveau travail de garde du corps pour un mystérieux homme en fauteuil roulant, qui s'avère être Rufus, président de la Shinra, miraculeusement rescapé de l'explosion de la tour à la fin de l'aventure. Rufus veut se prémunir contre le gang d'un dénommé Kadaj, à l'origine de la capture et de la torture d'Elena et Tseng, deux membres des Turks. Jeune et violent, le trio de Kadaj, Yazoo et Lodz, obsédé par Jenova, qu'eux aussi appellent mère et dont ils cherchent les derniers vestiges, à savoir sa tête qui a survécu après le combat du cratère nord et dont ils soupçonnent la Shinra de l'avoir gardée. Ils sont des incarnés de Sephiroth, sorte de copie incomplète de l'ancien soldat, et ont pour objectif d'effectuer la réunion avec le corps de Jenova afin de ramener Sephiroth à la vie. Les trois adolescents considèrent Cloud comme un grand frère, mais également comme un traître à leur cause qui cacherait les restes de leur mère. L'un d'entre eux, Lodz, fait une première tentative de retrouver Jenova dans l'église où Aerith faisait pousser ses fleurs, lieu resté très cher au cœur de Cloud. Il est absent, mais Tifa, qui était présente avec Marlène, affronte l'incarnée immature, mais elle est écrasée. Dans sa fuite, Lodz emmène Marlène avec lui et en profite également pour s'emparer de la collection de matérias de Cloud. Au même moment, Kadaj et Yazoo s'en prennent aux orphelins malades protégés par Cloud et Tifa afin d'attirer Cloud dans un piège, de les transformer et de s'en servir comme bouclier humain. Lors d'une conversation entre les deux amis d'enfance, on comprend toute l'étendue de la culpabilité de notre héros, et surtout, Tifa fait une réflexion laissant entrevoir une légère évolution dans leur relation depuis la fin de Final Fantasy VII. Puis, une fois les enfants retrouvés, Cloud est dos au mur, dominé par ses trois adversaires.
Mais il s'échappe avec l'aide de Vincent qui intervient au moment opportun, et permet en plus le sauvetage de Marlène, la seule enfant à ne pas être sous l'influence de Genova. À plusieurs moments, Cloud est contacté par Aerys à travers des visions, qui le guident sur le chemin de la rédemption et de la guérison. Il est également confronté à sa propre culpabilité et à ses doutes quant à sa capacité à protéger ses proches. De leur côté, afin de se venger des humains et ne parvenant pas à retrouver Genova par leurs propres moyens, Kadaj et ses frères invoquent Bahamut dans Midgard, et envisagent de détruire un monument en souvenir du météore dans lequel ils soupçonnent la présence des restes de Genova. C'est alors que les autres membres de l'équipe, pourtant éparpillés autour du monde, font leur réapparition pour combattre Bahamut aux côtés de Cloud et Tifa. Barrett, Rouge 13, Yuffie, Sid et même Kite. La bataille est aussi grandiose qu'épique et chacun fait sa part, y compris Vincent, avec en plus le soutien de Reno et Rude toujours aussi drôle et efficace. Même Denzel a droit à son petit moment héroïque. En réunissant leurs forces et grâce au pouvoir de l'amitié, Cloud parvient à défier la gravité et à vaincre Bahamut. Mais Kadaj s'empare des cellules de Genova qui étaient effectivement en possession de Rufus Shinra. Cloud engage alors une course-poursuite à moto avec Kadaj, clin d'œil à la course-poursuite devenue culte de Final Fantasy VII. Il sème ses poursuivants grâce au Turk et affronte Kadaj dans l'église d'Aerys. Mais affaibli par les géostigmates, Cloud se retrouve en difficulté, avant d'être sauvé par une intervention d'Aerys qui le soigne, elle qui s'oppose également à Genova au sein de la rivière de la vie. Son esprit encourage Cloud et Kadaj prend la fuite, déstabilisé par cette apparition qui détruit les cellules de Genova. La confrontation finale a lieu dans les ruines de Midgard, où Kadaj effectue la réunion avec Genova, donnant naissance à un avatar de Sephiroth, qui est même capable d'invoquer sa Masamune légendaire. Après un combat acharné, épique, magnifique et grandiose, Cloud l'emporte en utilisant une de ses limites fétiches. Sephiroth disparaît avec des derniers mots lourds de sens, « Je ne serai jamais un souvenir ». Kadaj meurt à son tour, rejoignant Aerys dans la rivière de la vie. Mais Yazoo et Lods apparaissent mourant eux aussi. Yazoo, qui n'avait servi à rien durant tout le film, tire sur Cloud dans son dos. Et les incarnés déchaînent toute la puissance de leur matéria. Cloud, qui sait que la meilleure défense c'est l'attaque, se jette dans la mêlée, et une énorme explosion engloutit les trois adversaires. Cloud est mort, mais Aerys et Zack l'expulsent de la rivière de la vie pour le ramener dans l'église. Et au même moment, Marlène reçoit un coup de fil, de même que tous les habitants de Midgard dont les téléphones se mettent à sonner, les invitant à se rendre à l'église du secteur 5 pour une surprise. En effet, Marlène et les autres, suivis par tout Midgard, retrouvent Cloud en parfaite santé. Vient ensuite le dernier cadeau d'Aerys aux habitants de Gaïa, une pluie bénie qui guérit les victimes du fléau des géostigmates, ultime affront de Genova. Ainsi, les habitants de la planète commencent enfin à se rétablir. Cloud et ses amis regardent eux aussi vers l'avenir avec un nouvel espoir, prêts à affronter les défis du futur et à reconstruire un monde meilleur. Ce film nous offre donc une histoire cohérente avec les personnages et les bases de l'univers posées 10 ans plus tôt. Avec aussi, petite cerise sur le gâteau, un fanservice poussé à son paroxysme. Mais pas seulement. Alors, mis à part son histoire et son univers passionnant, concrètement, Advent Children, ça vaut quoi ? À sa sortie en 2005, Final Fantasy VII Advent Children a été salué comme une prouesse visuelle révolutionnaire dans le domaine de l'animation numérique. À cette époque, l'animation numérique était encore relativement jeune, et peu de films pouvaient rivaliser avec le niveau des détails et de réalisme présenté dans Advent Children. Le film a été l'un des premiers à utiliser la technologie de capture de mouvement, motion capture, pour animer ses personnages, ce qui a permis des mouvements très fluides et réalistes. De plus, la qualité des textures, des effets spéciaux et de l'animation des combats a établi de nouveaux standards pour l'industrie de l'animation. Et encore aujourd'hui, il s'impose comme un film d'animation visuellement saisissant. Malgré parfois un aspect très jeu vidéo, la plupart des séquences qui comptent sont superbement animées pour une prod datant du début des années 2000. On remarque assez vite, malheureusement, que les animations faciales n'étaient pas vraiment le point fort du studio, ce qui s'explique très facilement car ce film est produit par l'équipe en charge des cinématiques chez Square Enix. En effet, Advent Children était seulement pensé au départ comme un exercice pour les programmateurs de la branche cinématique. Une démo technique réalisée sur le thème du jeu pour montrer de quoi le studio était capable. Mais lorsque Kitase a réalisé le potentiel d'une telle création, il a fait appel à Tetsuya Nomura pour prendre les choses en main. Ce qui n'était au départ qu'une cinématique de moins de 20 minutes s'est transformé en un film long de 1h40, désormais plus long sur la version Blu-ray. Le projet initial était le premier de la compilation au Final Fantasy VII annoncé en 2003, alors que rien n'était encore prêt. C'est donc après 2 ans de travail, et notamment après 2 passages au Festival du film de Venise, que ce film, cher à tous les fans, a vu le jour dans la forme qu'on lui connaît aujourd'hui. Advent Children avait été salué pour ses visuels époustouflants et son esthétique unique. Les paysages post-apocalyptiques, les designs de personnages et les séquences d'action dynamiques ont captivé les spectateurs du monde entier. Le film a également repoussé les limites de ce qui était possible en termes d'animation de combat aérien et de magie, créant des séquences spectaculaires qui ont ébloui les spectateurs. L'utilisation de la technologie CGI a permis une grande liberté artistique donnant vie à l'univers Final Fantasy VII de manière inédite et immersive.
L'impact d'Advent Children sur l'industrie de l'animation a été significatif, en repoussant les frontières de ce qu'il était considéré comme réalisable en animation numérique. Le film a inspiré de nombreux studios et réalisateurs à explorer de nouvelles techniques et à viser des standards plus élevés en matière de qualité visuelle. De plus, le succès commercial du film a démontré le potentiel financier de ce type d'animation, ouvrant la voie à de futurs investissements dans ce domaine. En somme, Final Fantasy VII Advent Children a laissé une empreinte durable dans l'histoire de l'animation, en tant que pionnier dans l'utilisation de la technologie numérique pour créer des mondes fantastiques et immersifs. Mais le plus intéressant concernant sa création est, selon moi, le fait que ce film et ses visuels ont vraiment contribué à la légende de Final Fantasy VII. Un film qui a été ouvertement créé pour les fans qui rêvaient de retrouver les personnages qu'ils aimaient tant, et qui est finalement devenu plus grand que son ambition et est devenu le point d'entrée dans la franchise pour de très nombreux fans d'aujourd'hui. A l'époque, le film avait eu sur la franchise un effet similaire à celui des remakes aujourd'hui. Il avait relancé une hype monstrueuse grâce principalement à la nouvelle identité visuelle de l'univers et de ses personnages. C'est ici que les personnages sont devenus les légendes qu'ils sont aujourd'hui. Ce sont ces versions de Cloud, Tifa et surtout Sephiroth qui sont devenus les icônes de la pop culture. Chose par exemple très facile à constater en convention geek ou sur les réseaux sociaux. C'est dans ce film que l'on voit enfin Sephiroth tel qu'on le connaît aujourd'hui, et plus avec 10 pixels comme avant. Après, je dis pas qu'il pétait pas la classe dans le jeu, mais là, il a enfin un design et une animation à la hauteur de son charisme. Et il en va de même pour Cloud. C'est avec cette tenue que tout le monde le connaît et passe à combi violette. Ou encore la moto devenue elle aussi iconique, et c'est Advent Children qui a réellement posé les visuels définitifs de la franchise. Du côté des fans, évidemment, Advent Children a largement été apprécié pour sa capacité à ramener les personnages bien aimés dans une nouvelle aventure, renforçant l'attachement des fans à l'univers de la franchise. Les réactions des fans à Final Fantasy VII Advent Children sont souvent passionnées mais jamais indifférentes. Beaucoup expriment leur admiration pour la fidélité du film à l'esthétique et à l'atmosphère du jeu original, ainsi que pour sa capacité à élargir l'histoire et approfondir les personnages. On peut également souligner l'impact émotionnel du film, en particulier dans ses moments poignants et ses scènes de retrouvailles entre les personnages. Pour de nombreux fans, Advent Children a été plus qu'un simple film. Il a été un événement culturel marquant, symbolisant la continuation de leur voyage dans l'univers de Final Fantasy VII. Perso, je m'en rappelle encore comme si c'était hier. Et des années après sa sortie, le film continue de susciter des discussions et de nourrir la passion des fans pour cette franchise emblématique. La preuve. Advent Children s'est donc imposé comme le paroxysme du fanservice. Et c'est vrai, mais pas seulement. C'est aussi un film à la réalisation de qualité. Comme je disais, parfois ça fait très jeu vidéo, mais le plus souvent c'est très beau. Largement du niveau de ce qu'on a pu voir sur PS5 aujourd'hui. Et surtout, c'est la mise en scène et même le montage qui se démarquent dans ce film. On a des séquences qui font très live, avec des angles et un découpage digne d'un très bon film en prise de vue réelle, qui sont ponctués de scènes avec une mise en scène directement inspirée du monde du jeu vidéo. On a aussi, certes, des passages un peu longs qui forcent un peu trop. Comme le moment où Denzel trouve le téléphone de Cloud à coups de grognements et plus largement toute la surutilisation du téléphone, qui s'explique car c'est un placement de produit pour le Panasonic P900 créé spécialement pour la sortie du film. Mais s'il y a bien une chose pour laquelle le film nous régale, c'est avec ses séquences d'action et de combat. Les courses à moto sont excellentes, comme toujours, le combat entre Tifa et Lods est une pépite, à chaque fois j'ai envie de prendre ma manette en main tellement c'est prenant, sans parler des affrontements contre Bahamut ou Sephiroth, qui sont du miel pour les yeux comme les oreilles. Car la BO, il ne faut pas oublier d'en parler, est sublime. La musique joue un rôle essentiel dans l'expérience du film, enrichissant les émotions des spectateurs et renforçant l'impact des scènes clés. Elle contribue à l'immersion dans l'univers de Final Fantasy VII et fait partie intégrante de son identité. Entre les réorchestrations des thèmes d'antan et les musiques inédites, on se régale. Avec évidemment, personnellement, un gros affect pour le thème de Sephiroth, qu'on a pu réentendre dans le remake. Final Fantasy VII Advent Children est donc un film riche en détails, en symbolisme et en émotions, offrant une expérience immersive et mémorable pour les fans de la franchise, enrichissant l'expérience du film et renforçant ses liens avec l'univers du jeu original. En conséquence, on retrouve beaucoup d'easter eggs disséminés dans le film, ajoutant une dimension de familiarité et de nostalgie pour les fans du jeu. Des détails plus ou moins subtils comme la sonnerie de téléphone de Lods qui reprend la musique de Victoire du jeu original. Le téléphone sonne alors qu'on croit que Tifa a remporté son superbe duel contre Lods, mais non, malgré la musique, il se relève et la défonce. Ainsi, le soin apporté aux scènes d'action du film est indéniable, elles sont excellentes. Les chorégraphies et l'animation impressionnante de ces combats offrent une expérience visuelle palpitante, capturant l'équilibre entre réalisme et l'épique caractéristique de la franchise. Les thèmes narratifs, de la survie, de la culpabilité et du regret qui entourent Cloud et les autres personnages ajoutent une profondeur émotionnelle à l'histoire. Une bonne chose qui ne change pas mais s'améliore si c'est possible avec le film. Et les symboles récurrents comme l'épée broyeuse ou le loup gris renforcent ces thèmes, contribuant à la richesse narrative de l'univers, tissant également une toile entre les divers éléments de la compilation.
Celui entourant l'épée, qui reflète l'évolution et l'acceptation de Cloud de son héritage, ajoute une dimension de croissance et de rédemption à son personnage, renforçant ainsi le thème central du film. En effet, son épée, la nouvelle, est la synthèse de plusieurs autres, et une fois complète, elle ressemble vraiment à une épée broyeuse rutilante. Mais il ne l'utilise pas au début du film, seulement des fragments de celle-ci. Puis, une fois qu'il accepte de se libérer de son fardeau et qu'il accepte l'aide de ses amis, il peut redevenir entier et donc manier cette nouvelle épée qui représente à son tour l'héritage de Zack. Car en plus, en parallèle de ça, on voit plusieurs fois la Buster Sword originale dans Advent Children. Elle est toujours sur le promontoire où Zack a péri et où Cloud l'a laissée à la fin de son périple. Mais Kadaj, lors de sa première attaque, l'a fait tomber au sol en signe d'irrespect total. Puis, à la fin du film, Cloud l'a replantée dans l'église, afin de réunir Zack et la jeune fille aux fleurs. On a donc un récit aux couches multiples, une des nombreuses choses qui a fait le succès de Final Fantasy. Si on y ajoute la symbolique du loup, qui apparaît à plusieurs reprises dans le film, et représente la présence bienveillante et sage de Zack. Le personnage de Zack Fair a donc lui aussi la part belle dans ce film, ouvrant la voie à Crisis Core, sorti peu après en 2007, et plus encore maintenant avec son retour dans Rebirth. Les plans et la composition visuelle du film, comme celui de Tifa face à Bahamut, témoignent du talent artistique et de la vision du réalisateur. Ces moments saisissants contribuent à l'esthétique globale du film et renforcent son impact tant épique qu'émotionnel. Comme la vision de Cloud alors qu'il doit sauver Tifa et Denzel face au monstre, et qu'il fait un parallèle dans son esprit avec Zack et Aerith. C'est à la fois très beau visuellement, mais ça raconte vraiment quelque chose, le chemin de rédemption de Cloud. J'ai également un véritable faible pour le retour des Turks. Dans ce film, ils sont vraiment mis en avant, chose que le remake a fait aussi et c'était pour le mieux. Les Turks sont en effet au centre de cette nouvelle histoire, et notamment la Dream Team Rude Renault. Là encore, c'est un plaisir de voir des personnages survolés dans le jeu original qui sont enfin développés à leur juste valeur. Leur présence à tous souligne également la complexité des relations entre les personnages et ajoute des nuances à l'intrigue. Cela démontre également l'écriture soignée et les multiples couches de l'histoire. Tout comme l'apparition impressionnante de Sephiroth qui est un des moments les plus forts du film, offrant un clin d'œil aux fans tout en introduisant une tension dramatique et une menace croissante dans l'histoire. Sephiroth, le GOAT parmi les GOAT. En conclusion, Final Fantasy VII Advent Children reste un film d'animation remarquable qui a marqué l'histoire de son genre, avec des visuels révolutionnaires, une action palpitante et une exploration profonde de thèmes tels que la culpabilité, la rédemption et la survie. Le film a su captiver les fans de la franchise tout en attirant de nouveaux spectateurs dans son univers captivant. Et si vous ne l'avez pas encore vu, il est encore temps. Bien que certaines lacunes puissent être relevées dans certains aspects de l'animation ou de la caractérisation des personnages, ces défauts sont largement compensés par la richesse de l'histoire et la qualité globale de la production. De plus, les nombreux clins d'œil aux éléments du jeu original, ainsi que les liens établis avec le remake de Final Fantasy VII, ajoutent une couche supplémentaire d'appréciation pour les fans de longue date. On en arrive donc à ce qui vous intéresse surtout ici, j'en suis sûr, de découvrir les réels liens entre ce film et Final Fantasy VII Remake, Rebirth et compagnie. Le remake de Final Fantasy VII, dont le premier épisode est sorti en 2020, est une réinterprétation ambitieuse du jeu original, offrant une expérience de jeu modernisée tout en préservant l'essence et l'histoire du jeu original. Comme je l'ai dit plus tôt, les similitudes visuelles entre Final Fantasy VII Advent Children et le remake sont frappantes. Les deux œuvres partagent un style artistique distinctif et une attention particulière aux détails dans la conception des personnages, des environnements et des séquences d'action. L'histoire d'Advent Children se relie à l'univers du remake à travers divers éléments narratifs et thématiques. Les personnages principaux tels que Cloud, Tifa et Aerith sont même réintroduits dans le remake avec des arcs narratifs approfondis et des développements supplémentaires, renforçant ainsi la cohérence et la continuité de l'univers de la compilation Final Fantasy VII. Le lien le plus flagrant entre Advent Children et le remake vient des fillers, les serpillères, qui sont introduits comme des entités mystérieuses influençant le cours du destin, des entités garantes du destin. Or, pendant le combat contre le filler héros, le boss presque final du jeu, des images directement issues du film sont intégrées, renforçant ainsi les liens narratifs entre les deux œuvres. Ce sont les visions du futur qui doivent advenir selon la loi des fillers, c'est le destin qu'ils veulent préserver. Et donc en allant plus loin, ils emprunteraient les traits des antagonistes de ce futur pour combattre nos héros. Des rémanences du futur qui emprunteraient leurs attributs à des personnages clés du film Advent Children. Assurément le trio Kadaj, Lods et Yazoo, qui incarnent respectivement les fillers Ruby, Emerald et Ambre, au vu de leurs armes et movesets. Et le comble c'est qu'ils fusionnent pour former un Bahamut filler. Coïncidence ? Pas sûr. Mais le plus intéressant concernant l'influence du film, c'est à propos de notre cher Sephiroth et de Jenova. Le film remet les choses dans une nouvelle perspective. Un nouveau paradigme se met en place. Effectivement, Sephiroth n'a plus pour objectif de détruire la planète, ou ramener Jenova, mais il veut survivre en transformant la planète en véhicule intersidéral afin de voyager comme Jenova l'avait fait avec son météore quelques années plus tôt. De plus, la dispersion des cellules de Jenova, représentée par les géostigmates, pose un contraste frappant avec le concept de réunion qui est si central dans l'univers de FF7.
Alors que la réunion évoque le rassemblement des âmes et des esprits pour une cause commune, la dispersion des cellules de Genova suggère la dissémination du mal et la menace imminente de sa résurgence. Cette dispersion des cellules de Genova peut être interprétée comme une métaphore de la corruption et de la perversion qui peuvent se propager et infecter le monde, rappelant ainsi aux personnages et aux spectateurs l'importance de rester fermes dans leur détermination à défendre ce qui est juste. De plus, dans le film, on apprend que Sephiroth était conscient de tout pendant sa mort, alors qu'il était prisonnier de la rivière de la vie. Et enfin, alors qu'il est vaincu, il dit que ce n'est pas encore fini. En somme, le film nous présente un Sephiroth qui a survécu dans la rivière de la vie et qui a surtout su se détacher de l'influence de sa mère. Et c'est justement ce Sephiroth qui fait son retour dans FF7 Remake. Car c'est ce Sephiroth qui a remonté le temps pour changer le destin et empêcher une catastrophe, et donc modifier la chronologie. Et petit clin d'œil au film là encore, c'est la raison pour laquelle dans le jeu, la technique de Cloud ne fonctionne pas sur Sephiroth. Il en est déjà mort donc il anticipe les mouvements de Cloud. De plus, à cet instant dans Remake, Sephiroth parle aussi de 7 secondes avant la fin du monde. On peut donc imaginer une ultime menace qui serait en train de détruire le monde après le film Advent Children. Mais combien de temps après, on n'en sait rien vu que Sephiroth est potentiellement éternel dans la rivière de la vie. Bref, donc dans Rebirth, j'en suis sûr, on aura bien deux Sephiroth. Le vrai, celui qui a une existence physique et qui suit la trame du jeu original, et le second, celui du film qui est revenu du futur à travers la rivière de la vie et qui n'a pas de corps à lui. Ce qui expliquerait pourquoi il apparaît à chaque fois dans un incarné tatoué. Il y a donc une chance pour que ce Sephiroth, celui qui connaît l'avenir et s'est détaché de l'influence de Genova sur son esprit, ait un autre projet que celui de la Materia Noire, du météore et tout ça. Ce qui me fait penser que le premier Sephiroth et surtout Genova seront les grands méchants de Rebirth et qu'ils laisseront ensuite la place au vrai Sephiroth. J'imagine qu'à défaut de pouvoir faire de Cloud son réceptacle, il devrait se rabattre sur lui-même. Ainsi, il accomplirait une réunion parfaite, sacrifiant même peut-être Genova. Menant donc ensuite à l'histoire du troisième jeu, sur un chemin radicalement différent de ce que le jeu original nous avait offert. Un final qui fusionnerait les intrigues du FF7 original, d'Advent Children ainsi que de l'épilogue qu'était Dirge of Cerberus, une chose rendue plus que probable après l'introduction de Nero et Weiss dans l'épisode Intergrade. Et en parlant d'eux et de multiples temporalités, je verrais bien l'histoire du Deep Ground et de tout ce que l'on ne sait pas encore sur la Shinra à Midgar être le cœur de l'aventure qui mettrait en scène Zack. À condition bien sûr que cela soit une réalité et que Zack soit bien de retour dans Rebirth, jouable ou pas, peu importe. Donc je disais, si Zack revient bien dans ce jeu, ou le suivant, je le verrais bien continuer son œuvre laissée inachevée après les événements de Crisis Core. Encore une fois, s'il y a eu remaster, ça doit bien être pour quelque chose. Qu'en pensez-vous? Zack sera-t-il de retour et avez-vous envie de voir ou jouer ses futures aventures? Zack pourrait donc, après son retour providentiel à Midgar, se charger de continuer son enquête sur les agissements douteux de la Shinra. Et pourquoi pas même imaginer des retrouvailles avec Aeris. Car oui, j'ai une autre théorie dans la tête depuis ça. Ce flash info vu à la télé par qui d'autre que nos personnages principaux dans l'un des premiers trailers de Rebirth. En effet, je suis convaincu que ces images proviendront du début du jeu. Peut-être pas directement à Calme, mais probablement lors d'une des premières escales du groupe. Ils passeront devant un écran de télé et comprendront pourquoi ils ne sont plus poursuivis par la Shinra depuis la fin de Remake. Ils seraient bien dans un autre monde, un monde où leurs doubles sont morts pendant leur fuite de la tour Shinra, probablement dans la destruction de l'autoroute. Donc à la fin des événements de Remake. Et eux, nos héros jouables, seraient donc des paradoxes dont tout le monde à Midgar ignore l'existence. De plus, on a pu apercevoir dans le dernier trailer, Zack qui semblait secourir Aeris. Se pourrait-il donc que la Aeris du groupe qui a perdu la vie soit bel et bien en vie? Et elle pourrait donc retrouver son Zack d'amour. En plus, ça pourrait être intéressant de revoir Marlène, Biggs ou Wedge en deuil de Barrett, Tifa et les autres. Mais cela impliquerait alors la présence de deux Aeris dans cette version de Gaïa. Et au final, ça répondrait enfin à la grande question sur le destin d'Aeris dans Rebirth. Car elle pourrait à la fois mourir et survivre. La nôtre mourrait probablement d'une façon assez proche de celle du jeu original, car elle sait que c'est son destin et qu'elle s'y soumet. Mais la seconde, celle de Zack, vivrait de nouvelles aventures en parallèle de tout ça. Et tout ce petit monde pourrait à terme se réunir pour reformer le groupe ultime. Et chacun finirait avec sa chacune, si vous voyez ce que je veux dire. D'ailleurs, plutôt team Aeris ou Tifa de votre côté? Enfin, cette deuxième Aeris pourrait hériter de la mémoire de la première une fois la seule. Et alors, tout serait bien qui finit bien, peut-être même un peu trop pour un Final Fantasy. De plus, il resterait à résoudre le problème du second Cloud, mais ça, c'est une autre histoire. En fin de compte, Final Fantasy VII Advent Children mérite d'être célébré pour son héritage durable dans l'industrie de l'animation, pour son impact sur les fans et pour sa capacité à continuer de captiver les spectateurs même des années après sa sortie. C'est un film qui, malgré ses imperfections, reste une expérience cinématographique inoubliable pour tous ceux qui ont eu le plaisir de plonger dans son monde fantastique. C'est un film brillant qu'il est toujours un plaisir de revoir plus de 15 ans après. Les choix artistiques d'Advent Children ont largement résisté à l'épreuve du temps, témoignant de l'attention portée aux détails et à l'esthétique dans la conception du film.
De plus, la qualité des textures et des effets spéciaux reste impressionnante, même aujourd'hui. Donc la durabilité visuelle d'Advent Children témoigne de son statut de chef-d'œuvre intemporel dans le domaine de l'animation. Les meilleures séquences nous offrent un spectacle largement à la hauteur de ce qu'il se fait aujourd'hui. De plus, son histoire promet des ramifications inattendues avec la nouvelle trilogie vidéoludique. Il sera même assurément très intéressant de voir et revoir ce film après Rebirth et bien sûr le troisième volet pour en découvrir tous les secrets. FF7 Advent Children explore des thèmes de guérison, de rédemption, de deuil et de compassion, tout en offrant des scènes d'action spectaculaires et des visuels à couper le souffle. Il offre un regard plus approfondi sur des personnages bien aimés en concluant leur histoire de manière satisfaisante. Le bonheur et la paix sont accessibles si on oublie la culpabilité qui nous empêche d'avancer. Le film finit sur une note très heureuse avec la soirée piscine, et même la scène post-crédit indique que le bonheur est possible dans leur futur. Car en effet, ce n'est plus eux qui seront tourmentés par Sephiroth. Voilà, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire et même un abonnement, ça serait super. Et sur ce, je vous dis à très vite sur Anakaland. Bye.